Le titre même de ma communication, c'est « L'université déformée, une mission détournée et une perte d'autonomie intellectuelle ». Vous comprendrez que cela constitue une réponse non équivoque à la question qui est posée par les organisateurs du colloque. Si je peux conclure à une forme de recul, ce n'est pas tant parce que des attitudes et des situations passées ont refait surface que parce que les transformations observables dans l'université empêchent, interdisent l'atteinte de sa mission fondamentale. Le mode de gouvernance qui s'y est imposé n'en constitue peut-être pas l'origine, ce sera à voir, mais il inscrit ces transformations dans une rationalité parfaitement admise en dehors de ces murs, en dehors des murs de l'université. On a dit et on a redit que l'entreprise privée lui servait désormais de modèle. Sa cohérence tiendrait à la construction d'un nouveau paradigme dans l'administration d'une organisation publique, supposé nécessaire, ou souhaité, ce qu'on verra, en regard d'objectifs économiques. Je parle bien sûr des propositions pour une nouvelle gestion publique ou le New Public Management, avec les réserves qu'on peut faire et que Louis notamment a signalé tout à l'heure. Plusieurs instituts plutôt, commissions, organismes nationaux ou internationaux, l'IGOP, des organismes non étatiques ont fait la promotion directement ou implicitement de ce modèle. Mais plus largement, des motivations politiques et des partis pris idéologiques ont soutenu le projet d'une réforme de l'enseignement supérieur et des établissements universitaires aux fins d'une croissance économique, non seulement locale ou nationale, mais également mondiale, et ce, de façon affirmée. La conviction que les États participent ou dépendent d'un marché économique mondial semblait commander une adaptation des organismes publics conçus comme des agents de développement. Dès lors, cela pouvait justifier maints changements dans leur manière de faire les choses, sinon dans leur finalité. Que ce soit pour les rendre conformes à de prétendus standards d'excellence ou concurrentiels à des fins de recrutement, d'attractivité, il était demandé, prescrit, de changer le fonctionnement de tels organismes. Dans le cas des universités, cela a eu pour effet de modifier sa nature, voire de la déformer véritablement. L'histoire de cette transformation majeure de l'université est connue des spécialistes, essentiellement, mais elle est de plus en plus commentée dans la communauté européenne. Un historien, en l'occurrence, Christophe Granger, n'a pas hésité à intituler un essai paru à l'automne 2015 « La destruction de l'université française ». C'est un essai qui, évidemment, comme tous les essais, a une valeur d'opinion, mais qui est quand même largement documenté. Dans cet ouvrage, il rappelle que c'est dans le giron de l'OCDE et de la Banque mondiale, entre 1994 et 2004, que ce mouvement de liquidation de l'université a pris racine, c'est-à-dire au sein des organismes internationaux non étatiques qui, en ces mêmes années, ont imposé leur magistère sur la conduite des affaires mondiales en assurant, sous couvert de neutralité idéologique, l'internationalisation des catégories néolibérales d'entendement et de gouvernement d'à peu près tout. Un point inaugural à cette conversion mondiale de l'université serait la parution en 1996 du rapport de l'OCDE intitulé « L'économie fondée sur le savoir », et il faut lire l'analyse qu'en a fait Pierre Milot, notamment en 2003, dans les actes de la recherche en sciences sociales, et d'autres chercheurs ici présents ont déjà commenté également ce rapport. En Europe, les conférences de la Sorbonne en 1998, de Bologne en 1999, de Lisbonne en 2000, de Bruxelles en 2003 ont donné aux positions de la Banque mondiale l'officialité d'une politique commune. Quelles sont les justifications de cette mise à profit, voire de cette mise en tutelle de l'université? Pourquoi? En amont, c'est le contexte économique qui sert de prétexte. Qu'il s'agisse d'une situation nationale ou mondiale, la décroissance affecte inévitablement les États et les organisations, les services, les affaires publiques dont ils ont la responsabilité et la charge. On veut réduire la taille des États et on impose des mesures d'austérité. On considère alors que le domaine du savoir est une ressource inépuisable et profitable. On en généralise la portée pour créer l'économie du savoir et les universités sont ainsi appelées à contribuer directement, plus directement encore qu'elles ne le faisaient déjà, au développement économique. Les diplômes, les connaissances qu'ils sous-tendent sont conçus comme des compétences attestées, elles ont un prix et elles sont prisées, et monnayables, échangeables dans un marché global. On en favorise la productivité qui, en retour,
contribuera au positionnement ou au classement de l'établissement dans un palmarès mondial. Par ailleurs, on privilégie les savoir-faire, les compétences pragmatiques pour leur valeur immédiate, facilement reconnaissable. Cela étant, on favorise la fonction utilitaire de l'enseignement supérieur et des universités. Vous me permettrez de simplifier ainsi la situation pour le moment. Ce qui est recherché en aval est moins une contribution aux revenus de l'État, évidemment, qu'une réduction des dépenses publiques. C'est le désinvestissement des États qui s'observe un peu partout, même si les charges restent importantes. Pour y parvenir, les solutions proposées ne sont pas nombreuses. D'une part, il faut trouver d'autres sources de revenus, le financement privé, la philanthropie, la production de brevets, etc. On pourrait y revenir. Typiquement, même s'il existe des dotations, des commandites et des contrats avec des industries, la grande part du financement privé ne provient pas des entreprises, mais des individus, à travers les frais d'inscription et les droits de scolarité. Est notoire, en effet, le transfert des frais de la collectivité aux individus ou aux ménages. D'autre part, on exige de réduire les dépenses internes des universités tout en réclamant une productivité accrue, ce qui sous-tend une plus grande efficacité et, encore une fois, malgré une diminution des budgets, c'est l'efficience. Faire plus avec moins. Ces objectifs imposés par les États aux établissements universitaires, soit l'apport de nouveaux revenus autres que publics et l'équilibre budgétaire, la productivité et la notoriété internationale, sont-ils nécessaires? Sont-ils même seulement réalistes? À quelles conditions sont-ils atteignables? Dans l'esprit des législateurs, dans l'intention des lois en France et ailleurs, qui portent sur l'enseignement supérieur, de même que dans le projet de loi 38 que j'ai évoqué plus tôt, c'est par un mode de gestion très contrôlé, une nouvelle gouvernance, que les universités doivent y parvenir. Je pourrais revenir sur le projet de loi 38 au besoin. Deux ordres de questions me paraissent essentiels à propos de cette nouvelle gouvernance. Que devient l'université, l'idée d'université, sa conception et sa mission? Que deviennent les universitaires eux-mêmes dans une université transformée? Dans la mesure où l'autonomie des établissements, leur indépendance à l'égard des pouvoirs extérieurs et des groupes d'intérêt, ainsi que l'autonomie intellectuelle, ce qu'on appelle par traduction de l'anglais la liberté académique, l'autonomie intellectuelle donc des universitaires, les professeurs, les chercheurs, les créateurs, et tous ceux qui gravitent autour d'eux, des bibliothécaires, je ne les oublie pas, qui font un travail à McGill, eh bien, dans la mesure où cette autonomie est indispensable pour le plein exercice de leurs fonctions, tant sur le plan éthique que scientifique, peut-elle être assurée dans le nouveau contexte? C'est ce qui me préoccupe au plus haut point. Christophe Granger, que j'ai cité plus tôt, écrit en 2015 « En France comme ailleurs, l'université est le lieu d'une destruction sans précédent. Elle est passée sous propriété de l'OCDE et de la Banque mondiale. Elle faisait profession d'indépendance et de désintéressement dans la production et la transmission des savoirs. La voilà plongée jusqu'au cou dans la mêlée des intérêts économiques. Tout désormais s'ajuste à une très officielle économie du savoir. En une courte décennie, poursuit-il, l'effacement de l'État n'a pas seulement étranglé les finances universitaires, il a étouffé l'ancestrale autonomie des savants dans la conduite des activités savantes. » Dans un article paru précédemment, en 2014, Catherine Paradès notait en Grande-Bretagne et en France une convergence doctrinale sur le pilotage des universités. Que faut-il entendre par pilotage? Entre les ministères et les établissements, le pilotage se réalise à travers une série de mesures qui évaluent, à tort ou à raison, bien ou mal, les différents établissements. De la même manière, au sein même des établissements d'enseignement supérieur, et cela va de pair avec le renforcement du pouvoir des présidents d'université et des recteurs, selon leurs dénominations respectives, on assiste au développement de certaines formes de gouvernance à distance, dans lesquelles les répartitions internes des dotations prennent en compte un ensemble de dispositifs qui font référence à des indicateurs externes. On reconnaît, bien sûr, tous ces discours sur la productivité, sur la nécessité des indicateurs, sur les règles de performance, les mesures de performance, l'assurance qualité, etc. Cette transformation qui se situe dans la lignée de ce que certains ont appelé le New Public Management soulève partout des inquiétudes, ajoute Paradès. Ces inquiétudes portent sur l'impact de l'autonomie des établissements en tant qu'organisation, sur l'autonomie professionnelle dans le monde universitaire, en d'autres termes, sur le rapport entre l'autonomie managériale des établissements
et l'autonomie professionnelle des universitaires. Les institutions universitaires étaient caractérisées dans le passé par une dualité hiérarchique entre une ligne administrative et gestionnaire d'une part, et d'autre part, une ligne professionnelle et académique. Ce que redoutent nombre d'universitaires est que ce modèle de bureaucratie professionnelle, comme l'a qualifié le sociologue des organisations Henry Midberg, bascule vers celui des bureaucraties mécanistes, c'est-à-dire une forme d'organisation où existe une seule ligne hiérarchique qui subordonne les professionnels aux managers. Les professionnels doivent-ils être subordonnés aux managers? Cela les rend-il plus efficaces? Comme le suggère implicitement la défiance envers leur propre modèle de régulation par la collégialité, ajoute Paradise. Avons-nous besoin de patrons? Selon Pierre Gervais, qui a fait porter ses réflexions sur les universités des États-Unis, la gouvernance reflète une forte structure bureaucratique. C'est une gouvernance technocratique au sens fort de la microgestion. Je pourrais citer, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, je pourrais citer un là. Ça va pour le temps? Oui. C'est bon? Dans un ouvrage qui est paru cette année sous la direction de Christophe Charles et Charles Soulier, La dérégulation universitaire, c'est un ouvrage qui rassemble plusieurs contributions, parlant notamment de la situation en Amérique du Sud. Je sais qu'il y a des spécialistes ici, en Europe, en Asie, aux États-Unis, etc. Dans cet ouvrage, donc, Gervais fait intervenir un certain nombre de points qui me paraissent intéressants à propos de la situation aux États-Unis. Le principal objectif est d'ordre technocratique et planificateur. Les mesures managériales sont en général prises par des administrateurs d'université de leur propre mouvement et sans pression externe, même s'il y a un pilotage. L'accumulation des trésors de guerre considérables par le biais de fonds de fondation, ce n'est pas le cas à l'UQAM, c'est peut-être le cas à McGill, dépasse un simple souci de mise à l'équilibre. L'objet est bien de rendre l'université profitable plutôt que rentable, terme impropre, puisqu'il n'a à proprement parler pas de mécanisme de marché. Et profitable aussi, surtout, pour ses cadres, puisqu'il s'agit d'institutions à but non lucratif sans actionnaires. Le discours sur l'efficience, la modernisation, la responsabilisation, l'obsession d'attirer une clientèle est indépendant de tout projet de service, qu'il soit public ou privé. L'objet est la croissance de la richesse et de la puissance de l'organisation. Donc le travail est à l'interne, sans lien avec son but ou sa performance effective, qui est en réalité, comme le faisait remarquer le sociologue Andrew Ross, la marque d'une structure bureaucratique. Il est particulièrement frappant de constater que les universités elles-mêmes ne cherchent pas à ajuster la qualité du produit qu'elles vendent dans sa dimension supposée principale, sa négociabilité sur le marché du travail en s'appuyant sur les demandes de leur clientèle. Il a fait une enquête qui démontre cela. Les mesures de responsabilité et d'efficience sont avant tout internes et se déploient systématiquement dans 3 directions. L'augmentation des revenus bruts, la hausse des prix de la formation, donc des droits de scolarité, recherche de nouvelles sources de revenus, la réduction des coûts, externalisation, précarisation des enseignements. Précarisation des enseignants, c'est absolument essentiel, c'est dramatique. Aux États-Unis, certains vont jusqu'à dire qu'il y a 75% du travail universitaire qui est fait par des précaires. On peut contester, si on compte évidemment tous les assistants, les auxiliaires, etc. En France, on atteint facilement les 25, sinon 50% aussi. Bref, on pourra discuter du nombre, mais chose certaine, ils sont en croissance. Elle est en croissance, cette précarisation, et c'est extrêmement dommageable, bien sûr. Et surtout, et je pointe ceci, la destruction des sources de résistance ou d'opacité à la hiérarchie et de tout ce qui ressemble à un contre-pouvoir ou un espace de liberté. Ce mode de gouvernance technocratique au sens fort est fondé sur la microgestion, la désautonomisation des employés et la dictature absolue d'administrateurs techniciens. Un autre bref passage, la managérialisation des universités, un test pour le théâtre, ça, doit aussi s'inscrire dans un contexte plus large. En dépit des discours publics sur l'efficience du marché, le projet technocrate de contrôle hiérarchique total, de concentration du pouvoir et des revenus dans les mains de chefs auto-investis est partagé et soutenu par des élites politiques qui fonctionnent suivant les mêmes présupposés de méfiance
à l'égard des procédures démocratiques, de mépris pour les masses supposées ignorantes ou archaïques et de confiance absolue en leur propre mérite et en la nécessité de reconnaître ceux-ci de manière adéquate, y compris financièrement. Il me reste 5 minutes. On va les prendre. On va y arriver. Alors, ce qui est ici signalé, c'est l'importance de la bureaucratie qui s'autogénère. Et on a bien montré par les études à la Fédération, la FQPPU, que la masse salariale des personnels de direction et de gérance était exponentielle. Elle avait augmenté de manière totalement incontrôlée au cours des 10 et 15 dernières, ou même 15 dernières années, et en particulier au cours des 10 dernières années. Contrairement à la masse salariale proportionnelle des personnels enseignants. Donc, il y a une disproportion et qui ne va pas en accord avec l'afflux de nouveaux étudiants, donc l'augmentation des effectifs étudiants. C'est une disproportion. Mais ça montre que ce pouvoir est en train de s'accaparer totalement l'université, qui, au fond, est en train de changer de propriétaire. La situation est catastrophique au Japon. Je n'ai pas le temps de le citer, mais si je le pouvais, je montrerais que c'est encore bien pire ce qui se passe là-bas. Si j'ai le temps durant la période de questions, je ferai quand même une ou deux références à cela. Donc, le statut de l'universitaire vient de changer. Les professeurs et les autres universitaires sont tout simplement des employés, aux yeux des bureaucrates. Ils ne sont plus, ou encore ils sont plus ou moins, ou de moins en moins partie prenante à l'organisation et à la destinée de l'université. D'ailleurs, c'est symptomatique, dans bien des cas, il devient difficile de savoir à qui s'adresser parmi les gestionnaires et quasi impossible de rencontrer un responsable quand on a une question, quand on veut obtenir des renseignements, quand on veut obtenir de l'assistance. C'est de plus en plus vrai pour les nouveaux venus, bien sûr, tant la distance entre les universitaires et les gestionnaires est grande et tant il devient opaque, ce monde de l'administration, gouverné de haut vers le bas, évidemment. Donc, est-ce qu'une gouvernance partagée, pour autant, est possible? Est-ce que la participation du personnel académique à la gouvernance des établissements n'est pas une composante essentielle de la liberté académique? Bien sûr, parce que les décisions qui affectent l'enseignement et la recherche, elles doivent être prises de concert avec ceux qui font l'enseignement et ceux qui font la recherche. Ce qu'on constate, c'est plutôt une collégialité largement diminuée. On est passé d'une gestion collégiale à une gestion managériale qui nous a finalement éloignés de nos objectifs et qui fait en sorte que les universitaires ne sont plus les maîtres d'œuvre de l'enseignement et de la recherche dans leur propre institution. Je note, pour conclure, un accroissement de la bureaucratie qui est attesté par l'augmentation de la masse salariale du personnel de direction et de gérance, des pratiques de micro-gestion et un alourdissement de la gestion qui est attesté aussi par la multiplication de la reddition de comptes, ce que nous avons dénoncé, donc une gouvernance technocratique, une mise à distance de la direction, une opacité, si on veut, ou en tout cas un manque de transparence certain, sinon une culture du secret, et qui va jusqu'à une confidentialité qui serait imposée aux syndicats et autres représentants des universitaires, elle l'est déjà aux membres des CA, une influence ou un pouvoir agrandi de la direction, soutenu par des CA, où de plus en plus de membres proviennent de l'extérieur, des socio-économiques, on pourrait y revenir. Hein, dans le projet de loi 38, ça passait de 66 à 75 % éventuellement. Ça pouvait aller jusqu'à ce nombre-là. Une remise en cause de la bicaméralité à certains endroits, en tout cas un affaiblissement de l'influence et de la représentativité des commissaires ou des sénateurs, selon les structures. Au contraire, les dirigeants élargissent leur pouvoir avec l'appui des CA. Et ça peut aller, ce pouvoir, jusqu'à le contrôle des aspects académiques, les programmes, les champs de recherche privilégiés, la définition de priorités, etc. Ça peut même aller jusqu'à déterminer les conditions de travail et la gestion des personnels. Ça se fait comme ça au Japon. Je ne suis pas en train de dire que c'est répandu partout ici, mais c'est la tendance. La liberté académique des professeurs, les enseignants, les chercheurs, les créateurs est compromise par ce choix de priorité institutionnelle qui se fait en dehors de leur milieu naturel et la garantie de cette autonomie qui nous est si chère, qui est indispensable, c'est l'accréditation et la critique par les pairs, c'est la communauté scientifique. L'exercice de cette autonomie intellectuelle se fait individuellement, bien sûr, mais au sein d'une communauté scientifique qui assure la validité des méthodologies de recherche notamment. Elle est garantie, cette autonomie,
aussi par des décisions collectives au sein des unités, et plus largement de l'université. C'est l'exercice d'une collégialité. Celle-ci peut-elle être partagée entre des universitaires et des gestionnaires? En tout cas, depuis l'implantation de la nouvelle gestion publique, cette dimension collégiale est absente de la gouvernance managériale, et en cela, c'est un recul important pour les universitaires et pour la science elle-même. Je vous remercie. Question. Réaction. Opposition. Ben oui, il va y en avoir. Michel. Oui, les classements. Oui. Qui me... Oui, exact. D'un contre-évaluation de quelque chose qui ne soit pas simplement le refus pur et net de l'idée d'évaluation, puisqu'on le sait, dans l'universitaire, on est constamment dans l'évaluation. Quelle est la valeur de ceci? Comment construire les éléments de critères de valeur de ceci? Donc, comment est-ce qu'on envisage la chose? Le deuxième aspect, c'est l'impression que depuis les années 60, si tu veux, les grands rapports dont on a parlé, des éléments de discussion plus généralisés au sein des universités. La perception que j'en ai actuellement, c'est que les réflexions sur l'université, c'est devenu un champ de spécialisation plutôt que quelque chose qui devient l'élément constitutif de la présence même à l'université. Il y a trois questions dans ton commentaire. Rapidement, pour parler du Japon, oui, effectivement, dans une université, par exemple, l'objectif ultime du ministère était d'arriver à classer dans les 10 ans qui viennent 10 universités japonaises dans le palmarès international des 100 meilleures universités. Alors, dans le cas d'une université, bien évidemment, on a proposé toutes sortes de mesures, notamment l'introduction d'un système de salaire contractuel annuel analogue à celui des sportifs, afin de favoriser la mobilité des enseignants-chercheurs, et donc pour le recrutement des vedettes. Alors, je ne sais pas si Price sera très, très bon au doctorat. Il veut renforcer de même la gouvernance des universités, notamment par l'affirmation d'un leadership encore plus fort du président de l'université, et par la clarification, comprendre une diminution du rôle du conseil de faculté. En effet, le ministère estime qu'une des causes de la stagnation des universités japonaises trouve sa source dans l'autonomie et dans l'opposition des facultés face au bureau central de l'université. Bon. Le politburo. Bon. Pour ce qui est de la question de l'action à entreprendre, il faut dire qu'au Japon, il n'y a pas eu de résistance et on s'en étonnait. Pourquoi? Parce qu'il y a une division des facultés, une division des disciplines très grande. Évidemment, tout le monde connaît cette formule, diviser pour régner. Et notre rôle à nous, évidemment, c'est de mettre en évidence notre importance dans le contrat social, dans la société, le bien, dans quelle mesure on sert le bien public, pour amener ça sur la place publique, alors que présentement, il y a toute une campagne de dévalorisation, d'une part, du métier d'intellectuel, du métier ou du caractère même de l'intellectuel et du métier de professeur d'université, une dévalorisation de tout ce qui est le syndicalisme. Il y a un anti-intellectualisme absolument odieux qui s'est répandu dans tous les médias, ou à peu près, de telle sorte que ça ne nous aide pas. Alors, évidemment, il y a des individus qui comprennent ce qu'est la chose intellectuelle, qui adhèrent à nos valeurs, mais c'est pas maintenant, ça ne fait pas partie de l'opinion publique de dire qu'un professeur d'université, c'est indispensable et que les recherches qui se font à l'université vont servir le bien commun. On pointe évidemment les recherches qui sont immédiatement appliquées, qui produisent des résultats très nettement visibles.
Alors, comment faire? Ben, écoutez, c'est tout un programme, là. Mais c'est certain que ça demande une mobilisation générale. En ce sens-là, le printemps de 2012 n'a pas été inutile pour toutes sortes de raisons, on le sait, mais il n'a pas été inutile aussi pour ça, parce qu'il a mis en évidence ce problème-là. Ce n'était pas seulement le problème des frais de scolarité, c'était tout le problème de la raison d'être des universités et de leur mode de fonctionnement. Alors, on ne peut pas vivre cette épiphanie chaque année, c'est sûr, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est grâce à cette mobilisation-là que des gens ont compris ce qu'on faisait et qu'ils ont accepté de s'enrôler et de nous, comment dire, de s'engager auprès de nous. Je ne peux pas répondre plus longtemps parce que je sais qu'il y a une autre question. Oui, Dr. Brunel, département de sociologie. J'ai besoin du micro? Oui, hein? Oui, ah oui, toujours. Bon. Oui, Max, merci. Très intéressant. Je voulais poser une question. La FQPPU a travaillé sur l'internationalisation. Or, dans l'analyse que tu fais, c'est une analyse qui regarde de manière très critique ce qui se passe à l'heure actuelle, mais le contexte international a, lui, considérablement changé. Oui, pour prendre un terme à la mode, j'ai beaucoup aimé la scansion là, qui a été faite, le découpage qui a été fait par celui qui est intervenu avant toi. L'université qu'on a connue ou qu'on connaît bien, c'est l'université d'un monde keynésien, d'un monde nationaliste. Oui. On n'est plus là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais comme proposition à faire pour faire face à ce monde nouveau? Comme proposition, vous me demandez quasiment un programme politique, là. Non. 3 minutes. Lui, il nous dit l'Université Hugo Chavez. Non. En fait, il y a une chose qui est indiscutable. Oui, nous avons toujours été en lien avec nos collègues à l'étranger. Cet internationalisme-là, c'est pas nouveau. Les collègues ont toujours fait de la recherche avec des chercheurs sur plusieurs continents et on est au courant de ce qui s'y passe. Là où ça a changé, c'est qu'on a voulu imposer l'idée d'internationalisation au nom de l'économie pour le recrutement des étudiants et pour donner une valeur à des diplômes. Ça va justement, c'est tellement une aporie sur le plan du raisonnement qu'on a fait en sorte que non seulement il faut aller chercher des gens à l'étranger, mais quand on va vendre nos diplômes, j'utilise le dessin, vendre nos diplômes, si dans notre université ça coûte plus cher pour l'obtenir, le diplôme va avoir plus de valeur. Alors on entre dans ce marché-là, et c'est ainsi que les universités chinoises notamment et japonaises jouent à plein ce jeu. Et c'est ainsi par exemple que dans des universités japonaises, on réduit la moyenne cible dans les classes, ce qui est formidable. Et on augmente les salaires des enseignants, ce qui est formidable. Mais les coûts de scolarité, évidemment, ils sont prohibitifs. On sent bien. Bon, alors, c'est pas la solution qu'on va envisager, bien au contraire. Ça va tout à fait contre la démocratisation de l'enseignement, qui est une nécessité. Et toute démocratisation de l'enseignement, sous n'importe quelle latitude, on pourrait parler d'Haïti, conduit nécessairement à un mieux-être collectif. On est rendu.